Bismillahirrahmanirrahim, mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous expliquer la notion de la hiérarchie des lois, décrets, arrêtés et circulaires. Ce cours est destiné aux étudiants de la première année master en architecture. L'architecture est un métier très pratique. L'architecte est confronté dans son quotidien aux aléas administratifs car il est appelé à concevoir des projets et dont la réalisation est souvent fastidieuse et prend énormément de temps et d'argent. Le maître d'œuvre est souvent lié au maître d'ouvrage par une série de contrats. Ce dernier, c'est-à-dire le maître d'ouvrage, est le bailleur de fonds des projets. Donc avant d'entamer la conception et la construction du projet, le maître d'ouvrage présente aux différents bureaux d'études un cahier de charges dans lequel est indiqué les conditions d'attribution. Donc un concours d'architecture est lancé par le maître d'ouvrage. Le gagnant est le souscripteur qui propose une bonne architecture et respecte implicitement l'enveloppe budgétaire allouée à ce projet. Afin d'assurer une plus grande transparence, le déroulement du concours et l'attribution du projet sont soumis au Code des marchés publics, adopté par un décret présidentiel. Dans ce contexte, la sensibilisation des architectes à leurs droits, et particulièrement les étudiants en architecture, car ils seront un jour des architectes, donc cette sensibilisation aux droits et aux obligations en vertu de la loi est obligatoire. Ici, nous entendons par là le respect des différents textes juridiques, les lois, les ordonnances, les décrets, les arrêtés, etc. Alors, les textes juridiques sont répartis selon une pyramide appelée pyramide des lois. Celle-ci est constituée de deux niveaux de textes juridiques en fonction de leur importance. Nous avons le niveau supérieur et le niveau inférieur, la base de la pyramide. Donc au niveau supérieur, c'est la Constitution qui est le texte juridique le plus important dans un pays, et puis les règlements inférieurs, les contrats, les notes, etc. Les textes juridiques sont hiérarchisés. Nous avons d'abord la Constitution qui est le texte le plus important, puis nous avons les lois, les décrets, les ordonnances, les arrêtés, etc. Ces textes juridiques sont alors appelés la hiérarchie des textes. Et donc ils sont constitués et organisés d'une manière hiérarchique, à partir de la Constitution, la loi, jusqu'aux arrêtés. En droit algérien, les textes s'imposent dans l'ordre suivant. Donc nous avons la Constitution, la loi, l'ordonnance, le décret, l'arrêté, la circulaire, les instructions et les notes. Alors la Constitution occupe le plus haut décret dans l'ordonnance juridique algérienne, le sommet de la pyramide du droit algérien. Elle constitue le cadre régissant l'organisation et le fonctionnement de l'État. Elle précise ce qui est du domaine de la loi, sur lequel le Parlement APN pour l'Algérie doit légiférer, et ce qui est du domaine du règlement, c'est-à-dire les domaines dans lesquels le gouvernement et les administrations déconcentrées, c'est-à-dire le Wali, peuvent adopter des règles par décret et par arrêté. Les traités et les accords internationaux. Ces traités sont ratifiés par le président de la République. Ils concernent plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, le domaine juridique, le partenariat, fiscalité financière, et tout ce qui est financier. Alors, nous avons comme exemple les déclarations universelles ou la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est bien sûr des accords entre les nations. Entraide judiciaire en matière pénale, extradition des prévenus et des condamnés,
accords de coopération scientifique et technique, etc. La loi, donc c'est le niveau législatif et réglementaire, nous sommes toujours dans la hiérarchie, donc à partir de la Constitution et on descend vers la loi. La loi se situe au-dessus des décrets et des arrêtés dans la hiérarchie des lois, des textes ou des lois. Cette loi qui vient d'être votée doit être conforme à la Constitution et aux traités internationaux. C'est le rôle du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire c'est le Conseil constitutionnel qui va veiller à la conformité de cette loi aux accords ou aux traités internationaux et à la Constitution, bien sûr. L'élaboration d'une loi. La loi est votée par le Parlement, la PN et le Conseil de la Nation. La PN, c'est la première chambre et le Conseil de la Nation, c'est la deuxième chambre. C'est-à-dire que le Parlement est constitué de deux chambres. Elle peut être adoptée à l'initiative du gouvernement, donc on parle de proposition de loi, ou du gouvernement qu'on appelle projet de loi. Donc la loi est soumise au Conseil constitutionnel pour vérification. Donc une fois adoptée, elle est publiée dans le journal officiel, c'est-à-dire l'approbation du président de la République. Alors ce schéma, c'est le schéma synoptique, on voit le gouvernement qui va nous proposer un projet de loi, ou le Parlement, ou une commission parlementaire qui va nous proposer une loi. Donc proposition de loi par les parlementaires et projet de loi par le gouvernement. Donc il y a deux initiatives. Puis le dépôt sur le bureau de l'Assemblée, d'où vient l'initiative pour examen par une des commissions parlementaires. Donc il y a d'abord le rapport devant l'Assemblée plénière, donc on va discuter cette loi-là, et puis elle va être discutée et enrichie bien sûr, et puis elle va être votée. Une fois votée par la première chambre, c'est-à-dire la PN, elle sera, bien sûr, cette loi, elle sera transmise vers le vote de la Chambre des Nations, bien sûr. Ces parlementaires aussi vont discuter cette loi et cette loi, ils vont l'enrichir, etc. Puis, cette loi, elle sera encore remise à la PN pour encore vérifier, discuter et approuver, donc un vote. Puis, elle sera encore remise une deuxième fois à la Chambre des Nations pour un vote final. Et puis, le Conseil constitutionnel va vérifier si cette loi est conforme à la Constitution et aux traités internationaux. Puis, promulgation par le président de la République et puis publication au journal officiel de la République. L'ordonnance, lorsqu'il est pressé, un gouvernement peut légiférer par ce biais-là. Une loi d'habilitation votée par le Parlement détermine le champ et la durée de cette procédure exceptionnelle. Donc l'ordonnance lui est soumise pour ratification. Le président se donne le droit, en vertu de la loi, de prendre les dispositions qui sont du domaine de l'Assemblée et du Sénat, article 124 de la Constitution. Ici, Sénat, c'est la deuxième chambre du Parlement, en cas de vacances de la PN, ou dans des situations exceptionnelles telles que le tremblement de terre, les guerres, etc. Alors, le décret, acte réglementaire décrété par le gouvernement sans consultation du Parlement. Donc, la PN, Assemblée populaire nationale, ou l'Assemblée de la nation. Donc, c'est un document signé soit du président de la République, soit du Premier ministre. Donc, les décrets sont souvent pris en application d'une loi qu'ils précisent. Ils peuvent être complétés par arrêté ministériel et ils sont publiés au journal officiel. L'arrêté, c'est une décision administrative à portée générale ou individuelle, donc spécifique à un secteur ou une zone géographique. Les arrêtés peuvent être pris par les ministres, arrêtés ministériels ou interministériels, par les wali, arrêtés de wilaya, ou les maires, arrêtés municipaux. La circulaire, tout en bas de la hiérarchie des lois, se situe la circulaire. Elle n'a en principe pas de valeur réglementaire. Son rôle consiste à préciser comment doivent être
appliquer les textes, c'est une instruction de service écrite adressée par une autorité supérieure à des agents administratifs du même secteur. Pour ce qui concerne les circulaires, les instructions et les notes, elles ne sont que des commentaires écrits et réalisés au sujet des textes législatifs et ou réglementaires déjà parus. Elles n'ont aucune valeur juridique dans le cadre d'une procédure en contentieux et se trouvent en dehors de la hiérarchie des normes juridiques. Donc il faut noter que d'une manière générale, les textes juridiques en vigueur doivent être compatibles en vue d'un bon fonctionnement des institutions de l'État.